Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui sort d'abord en Belgique. Eh oui. C'est ça. Ghostbusters Afterlife. Oui, vous avez un peu peur à ce moment-là, parce que la dernière fois qu'on a entendu parler de Ghostbusters, ça s'est pas super bien passé. Cela remonte à il y a 5 ans. Oui. Ce fut un traumatisme. Ce ne fut pas terrible. SOS Fantôme. D'ailleurs, je tiens à le dire, oui. Pour encore plus descendre le film, vas-y. Je l'ai vu à New York et la caserne était en travaux. Du coup, je l'ai même pas vu. Voilà. C'était très très frustrant. Tu veux dire la caserne? Oui, la caserne. Oui, mais j'ai vu le film. J'ai vu Ghostbusters à New York à ce moment-là aussi. D'accord, ok. Donc, vraiment, c'était la haine contre ce film, quoi. Très décevant pour le coup. Ici, SOS Fantôme, l'héritage. Qu'est-ce que c'est que ce schmilblick? C'est réalisé par Jason Reitman. Ça vous dit quelque chose, ça? C'est le fils de monsieur Ivan Reitman qui avait fait Ghostbusters, donc le film original. Et la suite. Et la suite, bien entendu, donc, qui sont des films mythiques. C'est déjà bon signe, ça. Quand le fils vient sur les pas de son papa, ça peut quand même donner quelque chose d'assez sympa, un héritage, n'est-ce pas? Oui, alors bon signe, je sais pas, mais il y a un petit côté rassurant. Il faut y aller quand même. Hein. Moi, parce que tu te dis qu'il a la pression et il peut pas se foirer. C'est clair que c'est dur. Donc en plus au casting, il prend deux jeunes starlettes américaines qui montent. En tout cas, il y en a un des deux qui est plus connu, c'est Finn Wolfhard et McKenna Grace, accompagnés par Carrie Coon et Paul Rudd. De quoi ça parle ce film? Ça parle tout simplement d'une femme, mère célibataire, qui est donc incarnée par Carrie Coon, et ses deux enfants, vous l'avez compris, les deux jeunes, qui vont s'installer dans une petite ville perdue des États-Unis pour revenir dans la maison de leur grand-père, un peu qui est décédé, hein, pour venir dépoussiérer tout ça. Et forcément, ils vont découvrir que dans cette maison, il y a des choses un peu secrètes, mystérieuses, et dans le village aussi, des fantômes peut-être, je ne sais pas. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Maman, il était quoi comme scientifique, grand-père? Franchement, j'en sais rien. Je l'ai trouvé dans mon salon. Pas si vite. Ce truc est authentique. Alors Thibaut, on le disait, en effet, suivre les pas de son père, c'est quand même assez risqué, parce que si on se plante, directement tout le monde va dire « Oh, le père n'est pas, le fils n'est pas aussi bon que le père ». Et si on fait un truc très surprenant, voilà, ça peut vraiment rajouter un truc en plus, et peut-être même relancer cette saga qui a eu du mal, on l'a dit, il y a quelques années. Ah oui, parce que le problème Enfin, c'est marrant parce qu'il y a des choses qui posaient problème dans le film de 2016, qui sont plus ou moins un peu pareilles dans ce sens. En tout cas, les intentions sont un peu les mêmes, mais d'un côté ça fonctionne pas et de l'autre ça fonctionne. Mais en vrai, le plus gros problème pour moi du film de 2016, c'est qu'ils ont juste refait tip-top le même truc avec des gonzesses à la place, alors qu'il y a moyen de donner des rôles aux femmes de façon un peu plus intelligente que juste de recalquer des franchises existantes. Voilà, malheureusement. On a vu ça avec Charlie's Angels récemment. Oui. Qui sont des femmes de manière générale, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Non, mais le remake était pas bon. Le remake était pas bon, d'accord, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas ici, SOS Fantôme, l'héritage, je trouve que le parti pris de prendre des jeunes pour surfer sur la vague, on va dire Stranger Things, outre le fait qu'il y a Finn Wolfhard au casting, mais de dire que c'est des jeunes qui vont découvrir un peu le truc rétro des parents, des grands-parents, et que ça va relancer du coup la machine. C'est pas une mauvaise idée, j'ai envie de dire. Non, c'est pas une mauvaise idée, et c'est même la meilleure idée possible avec ce type de film. Alors le film commence de façon assez sombre. Je trouvais qu'on n'était pas du tout dans le côté vraiment léger qu'avaient les premiers Ghostbusters. T'as une première scène vraiment assez sombre, qui est la mort du grand-père, tout simplement. Basique, hein. Simple. Exactement. Et puis après, tu rentres vraiment dans l'histoire. Ah, papy est mort. Du coup, je sais plus payer l'appartement. Ça tombe bien, on a une maison gratuite là, qui nous attend au fin fond du trou du cul du monde. Est-ce qu'on y va? Bah oui, pas le choix. Hein. Et donc, voilà. Est-ce qu'ils étaient obligés de montrer la mort et tout? Ils auraient pu directement aller dans la maison en mode, tu vois, on a passé tout ça, quoi. Ouais, mais non, il y a un petit côté genre, tu te mets doucement dans le bain. D'accord. Et t'arrives pas tout de suite dans ce truc de Ghostbusters, enfin de chasseurs de fantômes du passé. Déjà, qui est le grand-père? Bon, tu comprends assez vite. En fait, tu le comprends très vite.
qu'il s'agit du personnage qui était interprété à l'école à l'époque par Harold Ramis, Et à l'école aussi. qui est décédé depuis quelques années maintenant et qui est d'ailleurs le seul membre d'origine, du casting original des Ghostbusters qui est décédé. Le film lui est d'ailleurs dédié, évidemment. Et puis après, voilà, vraiment, l'histoire commence à démarrer. C'est l'été. La petite fille qui a vraiment beaucoup de mal socialement, elle va faire des cours d'été, avec un prof interprété par Paul Rudd. D'accord. Elle va rencontrer un jeune garçon qui est pas tout net, qui a un podcast que personne n'écoute. Truc sur en fait, c'est un podcast sur tout et rien, sur le paranormal, sur plein de trucs bizarres. Un peu nous, ça. Vu le nombre qu'il dit dans le film, je t'assure qu'on est écouté par un peu plus de monde que lui. J'espère. Oui. L'ado, c'est un ado, tu vois. Donc lui, il était content dans sa grande ville et ça le fait chier d'aller à la campagne là où il connaît personne. Exactement. Et où les codes sont pas tout à fait les mêmes non plus, tu vois. Non, c'est clair. Tout se sait vite dans la campagne. Et puis t'as la mère qui avait... En fait, son père l'avait abandonnée. Donc ça fait des années qu'elle n'a plus aucun contact avec son père. Autant dire que aller dans sa baraque parce qu'elle n'a pas le choix, ça l'enchante pas du tout. Surtout que ça ne vaut rien et qu'elle peut pas juste la vendre et se barrer ailleurs. Tu vois, c'est une baraque un peu pour rien. Non, voilà, il y a rien à faire, quoi. Ok. Bref, situation pas facile. Et puis évidemment, le tout est de comprendre qu'est-ce que papy faisait là. Qui c'était, parce que les enfants n'ont aucune idée de son passé de chasseur de fantômes. Ouais. Et puis voilà, tout ça va se développer et je vous laisse évidemment découvrir tout cela dans le film. Mais de façon générale, je peux dire que c'est assez bien amené. Et du coup, tu redécouvres un peu cette histoire de Ghostbusters de façon un peu fraîche, un peu neuve, mais pas complètement, parce que les créatures principales qui sont dans ce film, ce sont pas des créatures inconnues des fans de Ghostbusters. Oui, voilà. j'ai vu notamment le petit marshmallow dans la bande-annonce. Ah oui, il y a des mini donc... marshmallows, c'est vrai. Oui, tout à fait. Voilà. Enfin, il y a plusieurs choses comme ça. Et c'est à la fois une espèce je trouve, de base solide pour reprendre l'histoire. Donc, clairement, c'est une suite des deux premiers. Hein. Et donc ça fonctionne bien parce que tu connais certaines choses. Et puis, la présence des choses qui étaient dans les premiers films assez bien justifié par l'histoire, donc tout ça c'est pas gênant, mais clairement il y a énormément de fanservice et on peut revenir là-dessus après. Moi perso ça m'a pas gêné parce que tant que le fanservice sert à quelque chose dans l'histoire c'est bien, et puis de toute façon il y a rien à faire, hein, mais quand tu soulèves un bout de tissu et qu'en dessous tu vois le logo des Ghostbusters, t'es quand même un peu content, t'as un petit sourire, quoi. Il y a un petit côté le réveil de la force dans ce Ghostbusters. On passe à la nouvelle génération, il y a l'ancienne génération qui est là dans l'ombre, on se dit où est-ce qu'ils sont encore là, cette espèce de mythe qui est assez intéressant. Non, on va pas le dire. Non, je ne sais pas. On sait depuis que le projet est annoncé qu'ils seront là. Comment, combien de temps, je ne vous le dis pas, mais ils sont là. Oui, c'est ça. Donc à la manière, en effet, des stars originales de Star Wars dans le Réveil de la Force, ici aussi, il y a une petite apparition caméo ou plus d'un ou plusieurs personnages du casting original. Vous l'aurez compris, c'est donc une histoire plaisante qui replonge tout le monde dans l'univers de SOS Fantôme, et ça initie aussi les plus jeunes dans ce nouvel univers, puisqu'on s'adresse à eux avec le personnage de la jeune fille qui est un rôle central, et pourtant ça n'a pas été facile de porter un film pareil sur ses épaules. Je trouve que c'est le meilleur rôle du film, le rôle de la gamine, parce que c'est vraiment elle qui va faire le lien avec le grand-père, la famille, avec la mère, et elle porte vraiment le truc sur ses épaules, quoi. Elle est incroyable, cette actrice. C'est McKenna Grace pour le coup, du coup. Qui qu'on a vu dans pas mal de choses. Déjà, elle était dans Malignant que je n'ai pas vu, mais elle a joué dans pas mal d'épisodes de Handmaid's Tale. Elle a joué dans Annabelle, dans Captain Marvel. Elle jouait Captain Marvel mais jeune, enfin Carol Danvers mais jeune. Elle a fait une petite apparition dans Ready Player One. Voilà, dans quelques trucs, dans I, Tonya, et elle jouait la fille de Kiefer Sutherland dans Designated Survivor aussi. Okay. Donc, pas mal de petites choses déjà sympas, mais là vraiment elle est géniale dans le rôle de Phoebe, qui est vraiment le personnage central du film. C'est celui qu'on accompagne partout et avec qui on va vraiment découvrir tous les tenants et aboutissants, les pourquoi, etc. Et elle est vraiment géniale. Voilà. Un petit mot quand même important, parce que souvent les gens qui ont
aimé Ghostbusters, les premiers films ont l'âge d'avoir des enfants eux-mêmes. Bah oui. Les scènes un peu plus horrifiques, j'ai envie de dire, on y va mollo. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est quelque chose où ça vire un peu parfois à ça? J'ai envie de dire, les scènes avec les fantômes et tout, ça fait un peu peur? Non. Ou au contraire, ça reste très bon enfant? Non, ça reste quand même assez léger niveau terreur. Hein. Je trouve que la pire, c'est plutôt la scène d'intro, mais qui est tout à fait regardable. Hein. C'est plus juste que au niveau de la tonalité et de l'ambiance, on est quand même dans quelque chose d'assez sombre. Et je dis pas ça juste parce qu'il fait noir. Mais voilà, vraiment, c'est la première scène qui est la plus sombre. Mais ça reste tout à fait abordable pour des enfants, de ma vie, à partir d'une dizaine d'années. Ouais, c'est jouable. Très bien. Je suppose que Paul Rudd fait donc Paul Rudd. Paul Rudd est toujours aussi génial. En même temps, Voilà. c'est l'homme le plus sexy de 2021, apparemment. Hein, mais non, Paul Rudd, oui, génial. C'est un super prof et il fait un super trio avec les deux enfants. Ouais. Donc ouais, non, au top. Et puis avec Carrie Coon aussi, ça fonctionne bien parce que forcément les deux personnages vont interagir. Donc vraiment le casting génial. Et j'aimerais quand même finir en disant un petit mot sur Jason Reitman parce que voilà, il reprend les rênes de son père. Ses derniers films n'étaient pas incroyable. Hein. Il y a eu des frontrunners dont on a parlé. Il me semble qu'il y a quelques temps qu'il était passé à la télé ou je sais plus. Je l'ai vu Bref. en tout cas. Ouais. Tully qui était pas top. Donc vraiment depuis ces grands coups d'éclat pour moi, c'est Juno, In the Air, Young Adult était pas mal non plus, tu vois. Et puis après, j'ai pas vu Men, Women and Children qui apparemment était très bien. Mais voilà, il a eu une carrière un peu en dents de scie. Et il y a eu Thank You for Smoking évidemment. Mais là vraiment, alors que vraiment il y avait de quoi avoir un peu des craintes quand même avec ce nouvel épisode de SOS Fantôme. C'est clair. Il s'en sort vraiment bien parce qu'il a compris. Il prend l'essence du truc, toutes les parties qui sont les plus importantes et il tire pas sur la corde. Il essaye pas vraiment d'en faire autre chose que ce que ce n'est. Donc voilà. C'est ça, il parvient à perpétuer la franchise sans spécialement l'abîmer. Et quand on sait que c'est un projet à la base quand même financier, ce genre de truc, c'est chouette de voir qu'il y a un peu un côté passage de flambeau, également du côté du fauteuil du directeur. Donc voilà, ça c'est notre avis pour Ghostbusters, l'héritage. La note, Thibaut ? Écoute, un très bon 3 étoiles plus parce que vraiment... c'était vraiment très chouette. Voilà. Je me suis beaucoup amusé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, malgré toutes les craintes qu'on pouvait avoir, allez-y. Elles n'y sont pas, quoi. Exactement. Il faut pas avoir peur. Avec un bon paquet de popcorn. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.